Sur ce nouvel épisode du podcast By Doing Good, le podcast de l'innovation sociale raconté par ceux qui la font. Et ceux qui la font, aujourd'hui, ils sont trois. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Maxime Rusneski. Bonjour Maxime. Bonjour, bonjour tout le monde. Maxime, tu es président de Remixed.co, une solution digitale de formation et de sondage ludique à destination des organismes publics et privés. Et puis, surtout, et c'est la raison pour laquelle tu es avec nous ce matin, tu es membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je précise que tu es également l'auteur d'un livre qui s'appelle Le petit manuel du féminisme au quotidien, qui est publié chez Marabout. Tu nous en diras quelques mots tout à l'heure. On a le plaisir aussi d'avoir avec nous Marie Vialaret. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie, toi, tu es membre du collectif Ta pensée A et tu es présidente de l'association Vos Voix, Nos Voix. Alors le premier voix, c'est VOX et le deuxième, c'est VOIES, qui est une organisation de sensibilisation sur les inégalités de genre dans le travail domestique et la charge mentale. On est impatient de t'écouter. Et puis enfin, on a le plaisir d'accueillir ce matin avec nous Mireille Chambry. Bonjour Mireille. Bonjour. Mireille, tu es chef de mission égalité femmes-hommes à la métropole Aix-Marseille-Provence et tu nous raconteras, toi, comment ça se passe sur une métropole, quelle est l'action d'une métropole sur ce type de sujet. Alors, je précise que cet épisode du podcast est enregistré dans le cadre de la préparation de notre grand hackathon sur la cause des femmes qui s'appelle Big Bloom for Women. C'est le rendez-vous annuel des entreprises et des acteurs engagés sur la cause de l'égalité femmes-hommes. Il se tiendra le 7 mars et on est impatient de voir tout ce qui va être produit par les participants sur ce thème. Alors, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur chez Big Bloom, le sujet de l'égalité femmes-hommes, un sujet auquel on croit beaucoup et on sait à quel point il y a plein de choses à faire. Et alors, je le dis particulièrement parce qu'en tant qu'homme, la question qu'on se pose, qui est de savoir où sont les hommes et que peuvent faire les hommes dans ce sujet de l'égalité femmes-hommes, eh bien, c'est une question que je me pose moi-même assez souvent. Et donc, je suis impatient d'écouter vos réponses, messieurs, dames, sur ce sujet. On est parti? Ça vous va? Oui? Alors, si vous voulez bien, je vais commencer par laisser la parole à Marie parce que je t'avoue que ton action m'intéresse particulièrement. Donc, Marie, si tu as la gentillesse de dire deux mots sur toi, voilà, ton parcours, tes joies, tes peines, et puis ce collectif Ta pensée A, c'est quoi? Alors, tout à fait. Donc, moi, c'est Marie. Je suis membre du collectif Ta Pensée depuis presque 3 ans maintenant. C'est un collectif de sensibilisation aux inégalités de genre au sein du foyer, particulièrement dans les couples et les familles. Et c'est un sujet qui, moi, me tenait particulièrement à cœur du fait comme énormément de femmes de ma situation personnelle, j'ai pu voilà, constater comment le travail domestique, le travail non rémunéré, tout le travail organisationnel des tâches relatives au foyer se répartissaient mal dans ma famille, dans mon couple, dans mon entourage, chez mes amis, etc. Donc, c'est l'origine de mon engagement. Et, et donc ce collectif, c'est un compte Instagram essentiellement qui, rassemble des témoignages, de femmes sur la façon dont elles vivent ces inégalités au quotidien, dont elles vivent la charge mentale et sa répartition, au sein de leur couple et leur famille. Et donc nous, ce qu'on souhaite faire, c'est sensibiliser, le grand public par le biais de, témoignages, réels et très ancrés dans le concret. Merci Marie. Maxime, alors je le disais, toi tu es membre du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Comment est-ce que en es arrivé là? Quel est ton parcours à toi, Maxime? En fait, je suis avocat de formation et je me suis très vite intéressé aux questions liées aux discriminations. C'est vrai que c'est avant tout un passage au ministère des Droits des Femmes en 2012 où j'ai conseillé la ministre qui a été vraiment un tournant dans ma vie professionnelle. J'ai vraiment souhaité m'investir à fond sur ces questions. J'ai cofondé la Fondation des femmes que certains et certaines qui nous écoutent connaissent peut-être, qui accompagne notamment les femmes victimes de violences, plutôt qui finance des organisations qui les accompagnent. Et voilà, et depuis quelques années, je dirige un organisme de formation qui est spécialisé sur tous les sujets de diversité et inclusion, dont l'égalité femmes-hommes. Donc vraiment, c'est resté voilà, le chemin, des traits d'union plutôt de mes différentes casquettes professionnelles. Et le Haut Conseil à l'égalité, en fait, c'est une fonction bénévole dans laquelle on est
invité à conseiller le gouvernement sur des questions selon les commissions auxquelles on appartient. Moi, c'est sur les stéréotypes. Et voilà, donc c'est à côté de ma vie professionnelle. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur dans ton parcours d'engagement? Je dirais vraiment ce passage au ministère parce que, on l'oublie peut-être, mais le ministère des droits des femmes en 2012 quand il est arrivé, il avait disparu depuis quasiment 30 ans. Donc, on a vraiment ouvert les cartons au sens propre et c'était passionnant de se dire à quel point ces sujets avaient été complètement mis, sous le tapis, que ce soit l'égalité professionnelle, les violences faites aux femmes. Alors évidemment, les gouvernements précédents s'attelaient à ces sujets, mais il n'y avait pas de ministère de plein exercice qui s'intéressait à ces questions. Donc ça a été vraiment très, très, très novateur et à partir de ce moment-là, je me suis dit: «Ah oui, ça va vraiment être le cœur de mon activité, de ma vie». D'ailleurs, j'ai pas suivi, la ministre dans ses nouveaux ministères par la suite parce que je voulais vraiment rester sur ces sujets-là. Mireille, donc toi, de ton côté, tu es à la métropole Aix-Marseille. Alors là, on est, je dirais, un peu dans l'opérationnel de ces sujets-là. Même question un peu pour toi. Quel est ton parcours et qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es engagé là-dessus, Mireille? Alors moi, mon parcours professionnel, il est d'abord comment dire, plus lourd que ceux des gens qui sont sur cette table ronde, parce que je suis tout simplement plus âgée. Donc je dirais très rapidement que j'ai été psychologue clinicienne, que j'ai fait ensuite la communication institutionnelle à l'Assemblée nationale et que j'ai eu ensuite un parcours de DRH dans les collectivités locales et qu'aujourd'hui, depuis 5 ans, j'anime cette mission égalité femmes-hommes à la métropole. Donc pour moi, c'est un parcours très cohérent. Je ne sais pas si c'est lisible pour les autres, mais il y a toujours, je dirais, des préoccupations humaines, de société, et au sein de la fonction publique, qui a beaucoup de défauts, mais qui a quand même des projets qui, pour moi, rencontrent complètement mes valeurs personnelles. J'ai essayé de travailler dans le privé, parce que je n'ai rien contre le privé, mais je suis revenue en courant dans le public en me disant, là, on a quand même des missions qui ont du sens, et il faut apporter sa pierre à l'édifice et à secouer ce mastodonte public qui est très riche, qui a des défauts, mais d'énormes qualités qui me plaisent beaucoup. Voilà. Donc, depuis 5 ans à la métropole, après avoir été directrice générale adjointe aux ressources humaines et avoir participé à la création de cette métropole en 2016, je me repose, entre guillemets, sur une mission, sur la mission égalité femmes-hommes, qui est très opérationnelle, et j'ai beaucoup de plaisir à être là aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Oui, bah alors justement, ma première question, c'est un peu de comprendre où on en est aujourd'hui sur ces sujets-là de l'égalité femmes-hommes. Alors Mireille, donc chez vous, métropole Aix-Marseille-Provence, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors, on en est pas mal. On en est pas mal du tout. Je vais faire un bilan contrasté avec des mesures de ce que je raconte, hein, parce que c'est très compliqué. Si vous voulez, quand j'ai pris la mission, je me suis dit, je vais voir ce que font les collègues à côté, puisque nous avons, dans les collectivités et à l'État, une obligation de faire un rapport annuel qui rend compte de nos actions. Donc, je me suis dit, je vais aller lire les bilans des collectivités d'à côté pour voir comment elles s'y prennent. Et alors, j'étais extrêmement stupéfaite de lire qu'il y avait des rapports entiers qui disaient c'est un sujet fantastique, on va s'en occuper, c'est vraiment trop, trop bien. Et les actions, rien du tout. Donc, beaucoup de postures et peu d'actions. Donc, je me suis dit, beaucoup de postures, peu d'actions, c'est que les actions sont difficiles. Et j'ai commencé à travailler avec les collègues autour de moi, puisque j'étais directrice générale adjointe aux ressources humaines et à l'organisation précédemment. Et j'ai fait le tour des services en disant alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans nos compétences publiques, qui sont le développement économique, la mobilité, l'aménagement d'espace. Et les collègues m'ont dit, enfin, l'égalité femmes-hommes, c'est d'abord l'égalité professionnelle. Et qu'est-ce que tu viens nous chercher? Ben, j'ai dit, ah oui, mais nous Ouais, Mireille, avons… est-ce que tu peux nous citer une action qui a été mise en œuvre au niveau de la métropole? Oui, donc dans la mobilité, on a fait ce qu'on appelle l'arrêt à la demande dans les bus de nuit. C'est-à-dire aujourd'hui, ça se développe en France, mais nous, on l'a fait en 2019, avant que la loi le permette. Donc, toutes les femmes qui prennent un bus de nuit peuvent demander au chauffeur, dans les bus de nuit, de s'arrêter sur le parcours à l'endroit où elles veulent. Et c'est un exemple sur lequel j'aime bien insister, c'est que du coup, derrière, les enfants, les personnes handicapées, les personnes âgées profitent aussi de ça. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à la cible des femmes, eh ben, on fait défiler tout ce qu'elles font derrière aussi et tout un tas de publics, et c'est très intéressant. Voilà une action, mais j'en ai plein comme ça.
Merci beaucoup, Mireille. Maxime, où est-ce qu'on en est? Pareil, le haut commissaire, le haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, à quoi il sert et des actions concrètes qui en ressortent? Oui, alors je suis tout nouveau hein, au conseil, donc je pourrais pas vous donner tant de précisions que ça parce que je viens de rejoindre, je viens d'être nommé. C'est un organe consultatif qui est placé auprès du Premier ministre et qui a pour objectif de conseiller les politiques publiques sur toutes les actions en matière d'égalité femmes-hommes. Donc évidemment, à commencer par le ministère qui aujourd'hui s'appelle de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. D'ailleurs, notre haut conseil est abrité au ministère de l'égalité, dont la ministre aujourd'hui est Aurore Berger. Donc c'est vraiment une mission de conseil il y a différentes commissions dans ce conseil. Donc comme je vous le disais, sur la santé, sur les violences faites aux femmes, sur les stéréotypes. Moi, je travaille sur les stéréotypes. Donc là, typiquement aujourd'hui, on est en train de travailler dans la commission sur des auditions auprès d'expertes et d'experts pour voir comment concrètement on peut recommander des actions dans tous les domaines de la vie publique, mais aussi de la vie privée, donc la famille, l'école, les médias, le sport, pour ne citer que ces domaines-là, dans lesquels on peut imaginer de nouvelles actions pour combattre ces stéréotypes à la racine. C'est-à-dire que je pense que le temps du constat, ça fait maintenant un petit moment qu'on le fait, donc il faut de l'action. Et évidemment, on peut se reposer sur les collectivités locales, comme celle de Mireille, enfin en tout cas ou les métropoles. On peut se reposer sur les bonnes actions des écoles, de celles et ceux aussi dans le sport ou dans les médias qui prennent des bonnes initiatives. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont en demande de conseils, d'être épaulés. Et donc, c'est la mission du Haut Conseil, finalement, c'est de faire des recommandations. Mais on n'a pas de pouvoir coercitif, c'est-à-dire que contrairement, par exemple, à l'ARCOM, anciennement CSA, on ne peut pas sanctionner typiquement un média qui aurait des propos misogynes. On aimerait bien, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. On aimerait bien aussi. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de recommandation, qu'on se rende compte un peu sur quel Ouais, bah, sujet vous êtes? typiquement, là, le Haut Conseil a réussi à faire adopter par le président de la République, c'est la présidente du Haut Conseil, Sylvie-Pierre Brosselette, qui lui a demandé il y a quelques mois, d'institutionnaliser une journée nationale contre le sexisme le 25 janvier. Donc là, on vient de connaître la première journée nationale. Et voilà, donc c'est bien parce qu'il nous faut des dates sur l'égalité femmes-hommes. Il ne faut pas que le 8 mars, qui est une journée importante, hein, la journée internationale pour les droits des femmes, qui aura lieu bientôt, mais il faut d'autres dates. Il y a aussi le 25 novembre, et ben là, sur les violences faites aux femmes, et ben là, on ajoute une troisième. Donc voilà une recommandation qui a été adoptée. Bravo, félicitations. Et Marie, chez toi, les actions du collectif, ça consiste en quoi? Alors nous, le collectif, au départ, c'est vraiment de la sensibilisation en ligne pour essayer de toucher justement un maximum de monde. Donc, transmettre la voix des personnes concernées, donc à savoir les femmes, et essentiellement dans notre cas, les femmes en couple hétérosexuel, puisque c'est le lieu sur lequel, le lieu dans lequel il y a, on constate le plus d'inégalités de genre au niveau du travail domestique. Depuis peu, depuis 6 mois en fait, hein, on a créé notre association avec mes collègues du collectif pour justement prendre d'autres actions pour sortir du cadre en ligne en fait, et donc proposer des ateliers de sensibilisation à destination de tous les publics, femmes, hommes, dans les entreprises, dans les collectivités locales, et cetera. Donc nous, c'est ça qu'on fait, voilà, pour essayer de toucher, un public le plus large possible et les sensibiliser à ces problématiques qui sont vraiment très quotidiennes, finalement. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous partager là-dessus, qu'on se rend compte un peu de ce que c'est? Parce que je pense qu'on se fait souvent une idée assez fausse, en fait, en se disant que l'égalité femmes-hommes progresse en France. Les chiffres, ils disent pas toujours exactement ça. Est-ce que tu as des éléments peut-être à nous partager, Marie? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que, bon, je pense que quand même l'égalité femmes-hommes progresse, mais ça dépend un peu sur quel point. Et alors pour la question du travail domestique notamment, ça progresse, disons, lentement et ça dépend vraiment des circonstances particulières de chacun. Encore aujourd'hui, les femmes, en couple hétérosexuel passent, quotidiennement 1 heure 30 de plus que leur partenaire à, s'occuper, des tâches domestiques et de tout ce qui a à faire avec le foyer. C'est un chiffre qui a très, très peu bougé dans les dernières décennies, et qui est assez comparable au niveau européen, en fait.
Et, et c'est assez difficile de toucher justement les hommes sur ces questions. Nous, à Tapensea, sur notre communauté en ligne, par exemple, on a environ 7% de nos followers qui sont des hommes. Donc c'est vrai que c'est un... comme tu disais, Mireille, ça rejoint un peu c'est ta formule de beaucoup de postures, peu d'action. Parfois, c'est ce qu'on constate un peu, que beaucoup d'hommes semblent être d'accord sur le fait qu'il faut davantage partager ses responsabilités, notamment au quotidien, mais dans les faits, nous, on peine quand même à toucher ce public. Ouais, et d'ailleurs, nous, on le voit aussi sur les hackathons qu'on organise, puisqu'on organise régulièrement des hackathons sur la cause de l'égalité femmes-hommes, et on arrive péniblement à avoir 10% de participants hommes. Donc, c'est quand même un défi significatif. Ouais, Mireille, tu voulais réagir? Oui, je voulais réagir parce que la semaine dernière, on a fait à la métropole un hackathon sur le sujet. On l'a appelé l'égalité femmes-hommes, où sont les hommes? Et on a eu 10% de participation d'hommes. Mais ce n'est pas tellement ça que je voulais signaler. Je voulais signaler que dans les défis qu'on nous a proposés, et qui sont très originaux, comme d'habitude, les hackathons fait d'ailleurs avec Big Bloom, hein, je le signale, c'était vraiment une très belle expérience pour tout le monde. En fait, même les participants qui sont sur la question ont proposé, je vous donne deux exemples, du théâtre immersif, d'autres un escape game pour des familles. Et quand j'ai dit, mais attendez, ça, c'est l'hackathon, c'était allons chercher les hommes et voyons voir ce qu'ils peuvent faire sur le sujet ou comment cette cible d'hommes pourrait être abordée, on nous a présenté des sujets, des projets où on nous explique qu'il faut aller dans l'espace public parce que là sont les hommes. Donc le théâtre immersif nous permettra d'attraper des hommes, autrement ils ne viendront pas. Et l'escape game en famille, eh bien, grâce à la famille, on va inclure des hommes et des garçons dans ces jeux-là. Et j'ai interrogé les participants en disant, mais vous-même, vous respectez cette difficulté d'aborder directement les hommes. J'ai été très surprise par ces précautions. Ouais, non, je comprends. Qu'est-ce qui se passe selon vous? Pourquoi? Alors, c'est une vaste question, on pourrait y passer l'après-midi et c'est pas ce qui va se passer, mais pourquoi est-ce que les hommes, aujourd'hui, 2024, en France, pourquoi est-ce qu'ils se sentent pas touchés par ce sujet de l'égalité entre les genres? C'est quand même fou, ça, non? Alors, là, il n'y a plus personne pour répondre. Oui, Maxime, tu veux y aller? Je ne voulais pas forcément commencer en tant qu'homme, mais je vais laisser Marie et Mireille commencer. Bon, écoutez, moi je crois, alors je vous ai dit que j'étais psychologue clinicienne, donc je l'étais, je le reste. Il y a une analyse extrêmement intéressante faite par Lucie Pétavin qui s'appelle Le coût de la virilité, que vous avez certainement tous lu, et qui explique qu'en gros, ces histoires de virilité coûtent beaucoup aux hommes. Vous avez deux chiffres, 96,5% des détenus en prison sont des hommes, 87% des homicides commis au volant sont commis par des hommes, et on pourrait réciter des choses comme ça à l'infini, et elle dit que ça coûte 92 milliards sur le budget de l'État. En fait, ce qu'elle dit, ce livre a fait un chemin extraordinaire, il est en train de faire une version italienne et à l'étranger. En fait, ce qu'elle interroge, c'est la virilité. Et elle l'interroge en disant, on ne naît pas violent, on le devient. Mais ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, extrêmement difficile à recevoir pour les hommes qui entendent ce sujet comme une remise en question de l'ensemble du genre masculin. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis qui me disent, ça y est, tu es devenue féministe avec ton sujet. Hier encore, je me disputais avec des copines qui disaient, mais écoutez, ce qu'on fait à Gérard Depardieu, c'est quand même un scandale. Enfin, donc les gens mélangent tout et ils ne voient pas que ce sujet est un sujet de liberté sociale et ils sont encore dans le clivage, les femmes seraient meilleures que les hommes et les hommes seraient aujourd'hui moins bien que les femmes. On est de nouveau dans un stéréotype qui est un frein majeur parce que le sujet n'est pas bien décrypté et n'est pas sur la table, véritablement de mon point de vue. Moi, si je peux me permettre, je dirais aussi qu'il faut faire attention à la manière dont on parle de l'égalité femmes-hommes aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis très pragmatique et je l'assume. Je pense que la manière dont on parle d'égalité, de féminisme, doit être limpide pour celles et ceux qui nous écoutent. Il y a beaucoup d'hommes qui vont se poser une question toute bête, c'est qu'est-ce que j'ai à y gagner? Finalement, en tant qu'homme, voilà, les hommes détiennent la plupart des postes de pouvoir, économiques, sociaux, politiques, sportifs. Si on leur présente les choses de manière
on va vous confisquer votre pouvoir et il va falloir le rendre ou il va falloir le partager de manière évidente. Ce qu'on nomme le patriarcat, qui n'est pas un gros mot, qui est juste un système dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est-à-dire un système politique, économique, sociologique, qui est dirigé par les hommes encore aujourd'hui. Ce système-là ne risque pas de s'éteindre, au contraire, et d'ailleurs, il survit très très bien. Donc moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse en tant que féministe, et puisque je travaille sur ces questions depuis 15 ans, c'est finalement essayer de comprendre pourquoi l'égalité femmes-hommes peut être un chemin vers plus de bonheur, vers de nouveaux privilèges qui sont peut-être pas ceux auxquels on pense spontanément. Moi, j'aime bien interroger cette question de privilèges. Il y a beaucoup d'hommes qui disent on va perdre des privilèges. Je leur dis bah non, vous allez en gagner. C'est-à-dire passer plus de temps avec vos enfants, vous redécouvrir vous-même, comprendre ce que, par exemple, des femmes à responsabilité dans l'entreprise peuvent apporter à l'entreprise, à l'ensemble des salariés, mais aussi à l'entreprise elle-même. Tout ça, c'est positif, en fait. Donc, je pense que la manière dont on présente le sujet de l'égalité compte beaucoup, la forme compte beaucoup. Moi, j'ai créé ma société justement en faisant extrêmement attention à la manière dont on s'adresse aux gens quand on les forme, parce que je pense qu'il y a beaucoup de formations qui sont vécues comme les uns et les autres comme quelque chose de moralisateur, de culpabilisant. Donc c'est un peu une ligne de crête, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas non plus être naïf. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où les violences faites aux femmes continuent d'être un fléau atroce, où il y a des centaines de milliers de femmes qui sont agressées chaque année, des dizaines de milliers qui sont violées, et il y a tous les 3 jours une femme qui meurt sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Donc attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut minimiser ce que c'est que les inégalités femmes-hommes. Au contraire, j'en ai fait vraiment le combat de ma vie. Ce que je dis, c'est que, pour répondre à votre question, à ta question, pardon, Yvan, c'est que si on veut vraiment faire en sorte que les hommes nous rallient davantage, il faut s'interroger sur la manière dont on parle de ce sujet. Et je ne suis pas convaincu, par exemple, que dire au détour d'une interview, dans ce combat, on ne peut plus compter sur aucun homme, comme ça a été dit par une responsable politique récemment, en fait, je comprends sa colère, mais je ne vois pas très bien ce que ça va rapporter. Donc, désolé, je peut-être un peu clivant en disant ça, mais je pense que c'est important aussi de se remettre en question sur la manière dont on parle de ces sujets. Ouais, Marie. Oui, bah, je suis assez d'accord avec ça et puis je pense qu'au final, on en revient à la question des stéréotypes, par rapport à la question que tu posais sur, pourquoi on a tellement de mal à impliquer, les hommes dans ces combats-là et d'ailleurs, Maxime, sur le dernier rapport, tu me diras si c'est bien ça, mais le dernier rapport du HCE, soulignait le fait que de plus en plus d'hommes, et notamment de jeunes hommes sont hostiles au féminisme et aux luttes féministes et nous, c'est en tant que militantes, c'est ce qu'on observe, de manière assez quotidienne, en fait, on a, nous, à Tapenséa, dans les interactions qu'on peut avoir avec, des hommes, qui fassent partie de notre communauté, de followers ou pas, c'est, surtout, soit des hommes qui, sont a priori de bonne volonté et viennent un peu nous demander, voilà, justement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Mais aussi nous poser des questions un peu, sur l'importance de ces sujets, et justement, est-ce que ça la question des privilèges dont tu parlais tout à l'heure, et de l'autre côté, des hommes qui sont justement très hostiles et pour le coup, qui voilà, soit vont être dans une posture de, «Votre combat sert à rien» ou alors, très, essentialistes. Et donc on en revient sur les stéréotypes aussi, donc je pense qu'il y a ce sentiment comme tu le disais Mireille aussi d'ailleurs, de se sentir menacé, par tous ces sujets et de perdre, quelque chose, effectivement. De toute façon, c'est à partir du moment où tu fais bouger les lignes, Marie, que tu ressens de l'adversité. C'est normal, s'il n'y a pas d'adversité, c'est que tu ne touches à rien, en fait, en vrai. Oui, tout à Euh, fait. mais ça m'intéresse quand même de comprendre justement les réactions, parce que toi, tu es une jeune femme, je ne sais pas quel âge tu as, Marie, on sent que tu es quand même de la génération qui, a priori, est plus sensible. Qui a un peu déconstruit le patriarcat, puisque tu le disais comme ça, Maxime, tout à l'heure. Euh, et pourtant, j'ai l'impression que ta génération aussi, elle aborde les choses pas toujours de manière très bienveillante, en fait, en vrai, non? Hem, Tu veux dire
Ma génération de militantes n'aborde pas les choses de manière très bienveillante? Je parle de ta génération d'hommes et de femmes, enfin, mais d'hommes aussi. J'ai l'impression que les jeunes hommes sont pas toujours hyper enthousiastes à l'idée de voilà, se voir un peu challenger sur leur virilité. Et ouais, non, c'est vrai, ça, c'est quelque chose que moi je constate, bah, du coup, comme je le disais au sein de notre communauté et puis aussi, dans mon entourage, plus ou moins proche, hein. C'est vrai que c'est assez en fait, on sent qu'il y a, vraiment un clivage et que c'est difficile d'en parler, sereinement et sans que en fait, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment difficile d'en parler avec, énormément d'hommes, sans que ce soit pris de manière très personnelle. Nous, par exemple, au sein du collectif, on est invité régulièrement pour intervenir sur ces sujets dans des entreprises, des collectivités, etc. Et c'est vrai que ben, en off, par exemple, en général, c'est assez courant que voilà, on me présente aux collègues, par exemple, ah voilà, Marie qui travaille sur la charge mentale, les inégalités de genre, tout ça, et qu'il y ait un homme dans la salle qui va ah non, mais enfin, qui se sentent vraiment attaqués, personnellement et je trouve que ça rend difficile la discussion sereine, sur ce sujet pour justement aller vers des propositions de solutions et de choses ouais, de discussions plus harmonieuses, quoi. Ok. Mireille, tu voulais réagir? Le micro revient. Voilà. Oui, oui, je voulais souligner, réinsister sur ces freins majeurs. Je crois que Maxime a bien insisté sur les avantages économiques actuels des hommes. Hein. Bon, pour renoncer à un privilège, ce qu'on sent comme un privilège, voilà. Mais je dirais qu'il y a des ressorts majeurs et des freins énormes que j'ai vécu moi aussi quand j'ai commencé à présenter la mission. J'ai fait le tour et beaucoup d'hommes m'ont dit, des hommes qui voulaient travailler avec moi hein, sur la question de l'égalité, ils disaient ma femme Mireille quand même, tu dois reconnaître qu'aujourd'hui la question est bien réglée, il y a d'autres discriminations beaucoup plus fortes, notamment les LGBT, notamment les discriminations sociales, et ils soutenaient que la question des femmes était à peu près réglée, ce qui est complètement faux. Je dis comment ces gens construisent ce genre de raisonnement qui sont évidemment faux et comment ils les assènent. Et des gens surtout qui s'étaient présentés à moi pour me dire on veut travailler avec toi, c'est intéressant, il faut qu'on défende cette cause. Et j'entendais aussi, d'accord, les femmes sont battues, mais tu sais qu'il y a des hommes aussi qui sont battus. Enfin, vraiment des choses très stéréotypées qui revenaient de façon surprenante. Ouais. Et donc, c'est vrai que pour rebondir, pardon. Ouais, vas-y, Maxime, ouais. non, Non, Mireille n'avait pas fini. je voudrais juste dire qu'il y a des freins psychologiques majeurs qui tiennent à l'éducation et que ce deuxième volet, c'est pour ça qu'on sait que ça va être long, hein, il y a des données culturelles à reprendre très tôt dans l'éducation et donc il faut agir sur le terrain aujourd'hui, chacun dans nos responsabilités et nos engagements professionnels, mais l'éducation et sur les stéréotypes, on passe la parole à Maxime, les stéréotypes sont d'une violence et chez les femmes aussi, dans Ouais. leur conception des hommes, je dois le dire. Ouais. Ouais, et puis on parle de choses qui sont quand même ancrées, liées à des années et des années d'éducation. Enfin, c'est pas évident. Hein. Et je pense que ce qu'il faut aussi, c'est toujours poser et objectiver la situation par des chiffres. C'est-à-dire que ce que décrivaient Mireille et Marie, c'est quelque chose aussi que je croise quotidiennement. C'est-à-dire des réflexions d'individus, beaucoup d'hommes, parfois des femmes, mais surtout des hommes, qui nous disent un, on parle trop de ces sujets, deux, c'est réglé, ou trois, chez moi, ça se passe pas du tout comme ça. Alors celle-là, je l'adore. Moi, je fais la cuisine, moi, je fais les ménages, etc. Et en fait, c'est toute la différence entre la situation individuelle et le collectif. Donc, si vous êtes exemplaire chez vous, très bien. Personne n'est en train d'ailleurs de vous juger ni de regarder ce que vous faites dans votre cuisine. Ce que les féministes ou plus généralement les personnes qui veulent faire l'égalité femmes-hommes disent, c'est qu'en fait, on assiste à des phénomènes qui sont chiffrés, qui sont répétitifs, qui sont parfois d'ailleurs non pas en progrès, mais en recul. Je pense par exemple à la liberté de disposer de son corps. Aux États-Unis, on est clairement sur du recul parce qu'il y a des États où on ne peut plus avorter. Enfin, si on nous avait dit ça il y a 15 ans, personne n'aurait cru. Donc, on n'est pas du tout sur une voie de progrès massive. Et pour venir à la jeune génération, il y a plutôt un clash entre
celles et ceux qui sont extrêmement vigoureux sur ces questions et qui veulent vraiment que l'égalité se fasse. Et d'ailleurs, moi, mes clients me disent, ils sont super, super exigeants, donc il vaut mieux qu'on se tienne à carreau. Et une autre partie de ces jeunes qui, eux, et c'est ce que on se disait tout à l'heure avec Marie, qui sont un peu dans un phénomène de backlash, c'est-à-dire qui sont euh, un peu vent debout Mmh. contre cette égalité femmes-hommes. Donc, face à ces phénomènes qui sont quand même très importants, pour revenir à ce que je disais, c'est très important de donner des chiffres, d'expliquer ce que c'est que les inégalités salariales. Elles sont sourcées, chiffrées par l'INSEE, par un nombre incalculable d'études françaises, européennes et internationales. Sur les violences faites aux femmes, il suffit de se reporter au ministère de l'Intérieur pour voir que oui, il existe des hommes qui sont battus, mais que oui, dans une immense, extrême majorité, pour pas dire 9 fois, mais même plus sur 10, ce sont des femmes dans le foyer qui sont victimes de violences conjugales et ce ne sont pas des hommes. Donc voilà, les chiffres, les chiffres, les chiffres. Et après, sur le ressenti individuel, bah, voilà, il y a autant de ressentis que de situations en France. Donc, on ne va pas faire des politiques publiques avec le ressenti de 70 millions de personnes différentes. On les Mmh. fait Mmh. avec des constats. Et c'est très important de le rappeler. Vous avez 3 postes d'observation qui sont assez, différents les uns les autres. Moi, je me pose la question de savoir si le sujet, il est plutôt dans la sphère professionnelle ou dans la sphère personnelle. En fait, nous, on travaille beaucoup avec des entreprises sur lesquelles on a l'impression qu'il y a des politiques diversité et inclusion qui sont mises en œuvre et je me pose la question de savoir si finalement, le problème n'est pas plus prégnant dans la sphère privée que dans la sphère publique, enfin professionnelle. Vous êtes d'accord avec ça ou je me trompe d'analyse? Moi, je pense que ça les 2 sphères, interagissent, étroitement. Heu, donc en fait, bon, les inégalités dans la sphère personnelle sont, je pense, comme c'est de l'ordre du privé et que, on a tendance un peu à dire, «C'est privé donc on va pas trop parler de ça en public, ce qui est dans le foyer reste dans le foyer». C'est des inégalités qui sont, beaucoup moins visibles. Mais qui ont bien évidemment des, conséquences importantes sur, la sphère professionnelle puisque, si, les femmes fournissent du travail gratuit dans la, sphère privée, domestique, parentale, beaucoup plus que les hommes, bien évidemment, elles ont, moins de temps et moins d'énergie à investir dans la sphère professionnelle. Inversement aussi, le fait que, encore aujourd'hui, les inégalités salariales sont une réalité, font que, notamment à l'arrivée du premier enfant dans un couple, si, l'un des 2 conjoints doit, passer à temps partiel, travailler moins ou, voire arrêter complètement son activité professionnelle comme, la femme en général est moins bien payée. C'est sa carrière qui va être mise de côté. Donc, pour moi, il faut vraiment faire répondre ces 2 sphères-là et les entreprises, justement, je pense, ont vraiment un rôle à jouer à ce niveau-là. Notamment, par exemple, par rapport aux possibilités d'évolution et puis aux horaires, par exemple. On pense aux réunions qui se produisent tard le soir ou ce genre de choses qui, est bien évidemment pour, les femmes qui sont, encore aujourd'hui, en charge majoritairement des enfants, d'aller les chercher à l'école et cetera, de gérer tout ça, bien évidemment, ça leur laisse pas les mêmes possibilités d'implication, dans la vie, professionnelle et donc pas les mêmes possibilités d'évolution. En fait, c'est un cercle vicieux, entre ces 2 sphères qui se répondent, pour moi. Mireille? Oui, moi j'ai envie de dire que c'est un sujet, c'est pas le seul, mais il y en a pas tant que ça, je dirais, où l'éco-social et je dirais la déclinaison sociale du problème et la déclinaison familiale dans la sphère intime sont parfaitement en écho. Il y a pas, enfin, quand on parle de discrimination raciale, on n'a pas ça dans la famille. Voilà. On pourrait prendre plein d'exemples comme ça de discrimination. En fait, on ne les trouve pas dans la vie parce qu'en fait, l'organisation sociale, elle est consubstantielle à la place des femmes et elle repose sur une certaine vision des femmes. C'est ça qui est extrêmement difficile à travailler. C'est pour ça que je pense que c'est très bien d'aborder des choses comme ça. Je suis très admirative devant Marie parce que je pense que le symptôme familial, c'est le dernier qui va lâcher. Moi, j'ai coutume de dire, on a bien travaillé à la métropole, on a des projets super, la préfecture nous dit qu'on a un des meilleurs programmes. L'année dernière, on a été capitale européenne de l'innovation grâce en partie au travail qu'on avait fait sur les femmes qui était assez innovant. Donc tout ça, ça va très bien. Mais en même temps, si on regarde, il y a toujours autant de féminicides
Et je dois dire qu'à la métropole comme ailleurs, il reste des différences de salaire. On va s'y attaquer, mais il fallait d'abord faire la démonstration que s'occuper de l'égalité entre les femmes et les hommes, ça fait pas mal. Donc on a expliqué aux collègues de la mobilité qu'il n'y avait que 38% des femmes qui faisaient du vélo, et que si vous voulez qu'il y ait plus de personnes qui fassent du vélo, il fallait peut-être s'intéresser aux femmes qui font du vélo. Donc on a mis des vélos cargo, surtout qu'à Marseille, ça monte et ça descend tout le temps. On a mis des vélos électriques. Eh bien, dans les vélos cargo, la part des femmes qui louent les vélos cargo, c'est 54%. C'est-à-dire elles sont plus, alors que les vélos normaux, c'est 38%. Donc, quand on fait des choses comme ça, tout le monde est très ouvert. On se dit, mais c'est super, ça avance, machin. Il y a toujours autant de féminicides. Et les symptômes de l'égalité, c'est ça, que les féminicides décroissent et que l'égalité financière augmente. On n'y est pas. Donc c'est ça qui est extrêmement troublant, c'est qu'on peut trouver des choses très intéressantes à faire, des choses qui favorisent la place des femmes dans l'espace public. On a fait des choses aussi avec l'école urbaine de Sciences Po Paris, très intéressant, et toujours autant de féminicides. Et c'est pour ça que je trouve que Marie est extrêmement courageuse, parce que moi, c'est le sujet qui me, qui me perturbe le plus. On avance, on fait des choses, on fait des hackathons, on est sur les plateaux, là, et les deux indicateurs pour moi qui ne bougent pas et qui sont les indicateurs symptomatiques, hein, c'est ça, c'est les féminicides. Et ben, on a fait une maison des femmes à Marseille, on fait plein de choses intéressantes et ça ne décroît pas. Si je peux me permettre, ce qui montre qu'effectivement, il y a quand même, pour répondre aussi à ta question, Yvan, une différence quand même entre le privé et le public, la vie professionnelle, la vie privée. Il y a des choses qu'on ne s'autorise pas au travail, qu'on s'autorise à la maison. Il y a des hommes qui, effectivement, se comportent chez eux comme ils ne le feraient pas au travail, mais on a aussi des problèmes au travail qui sont extrêmement prégnants. Nous, on le constate avec mon organisme de formation, puisqu'on fait aussi des sondages auprès des salariés et on s'aperçoit qu'il y a quand même ce qu'on appelle du sexisme dit ordinaire, qui est extrêmement courant et qui est perçu comme tel par les salariés, quand c'est pas pire, c'est-à-dire des situations de harcèlement. Et à ce sujet, j'aimerais quand même rappeler que vie privée, vie professionnelle, c'est pas tout à fait la même chose, parce que dans la vie professionnelle, l'entreprise ou les organisations publiques ont des obligations légales qui viennent de la loi, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs d'autres sujets, malheureusement, mais en tout cas sur l'égalité femmes-hommes, c'est le cas. Donc information, formation sur le harcèlement sexuel, pour ne parler que de ce sujet. Et donc, ce n'est pas une option, il faut le faire et il faut le mesurer. Nous, c'est vrai qu'on est très attachés à ça. Chez Remixed, on mesure les progrès, on regarde qui a fait les formations, qui ne les a pas faites. Tout ça pour dire que, en fait, l'égalité femmes-hommes, ça s'apprend. Si on a envie d'endiguer les stéréotypes, les violences et tout, on ne peut pas compter que sur les décisions individuelles. Il faut que les personnes en responsabilité qui nous écoutent, qui ont les moyens de changer les choses, souvent c'est des hommes, hein, parce que c'est les hommes qui dirigent les entreprises encore aujourd'hui, aient le courage de dire, allez, ok, je m'attaque à ces sujets, et je ne vais pas juste faire un 8 mars où je vais faire une petite conférence sympa, etc., voire même je vais offrir des roses parce qu'on le constate encore malheureusement. Je vais vraiment m'attacher à travailler à bras-le-corps sur ces sujets. Ouais, merci beaucoup à tous les trois. On arrive au terme de notre échange. Ma dernière question, c'est la question de la baguette magique. Vous savez, hein, vous avez une baguette magique. Qu'est-ce que vous changez sur la terre? Vous êtes nommé ministre de l'égalité femmes-hommes à la place de Aurore Berger. Donc, Marie, imagine Macron t'appelle. Voilà, Aurore Berger est empêchée. Tu prends sa place à partir de lundi prochain. Ta première mesure, c'est quoi? Je pense que ma première mesure, c'est instaurer un congé parental obligatoire pour les deux conjoints de même durée. Voilà, Ok. c'est, je pense, Et ben voilà, le ça c'est nerf une de la réponse guerre. très claire, concise. Merci Maxime et Mireille. Première mesure, c'est quoi? C'est compliqué, je n'avais pas préparé la question, pourtant, là. Ah bon, tu ne te prépares pas Franchement, c'est à être compliqué. ministre, Mireille? Ah bon. Oui, je suis prête, il n'y a pas de problème. Bon, je pense que c'est un sujet qu'il ne faut pas lâcher. Donc, je m'intéresserai à l'éducation parce qu'il faut lancer des programmes, il faut former les enseignants. Ils sont tous dans les stéréotypes. Voilà. Et je ferai des programmes en profondeur de formation et de maintien de la sensibilisation parce que je dois dire que je ne voudrais pas terminer sur une note négative. Hein. Franchement, moi, j'ai vu évoluer l'égalité professionnelle à la métropole sans que la DRH ne fasse rien, uniquement parce qu'avec tous les projets qu'on a fait avec les collègues, eh bien, l'égalité professionnelle, on est passé de 20% de femmes promues à 54% en 3 ans. Donc, ça marche. On a les indicateurs. Donc, si on sensibilise,
on travaille sur le temps long, mais pas si long que ça. Donc, ministre de l'égalité professionnelle, de l'égalité femmes-hommes, je m'intéresse à l'école, aux universités, je m'intéresse partout, au domaine de l'enseignement. Merci Mireille. Et toi, Maxime, toi, tu as une liste de 25 propositions, j'imagine? Ouais, alors j'en ai tellement, mais c'est vrai que je me suis fait voler ma réponse par Marie parce que je suis persuadé que le congé paternité allongé est équivalent au congé maternité. Ce sera vraiment une révolution et ça va arriver. Je suis sûr qu'on va le connaître de notre vivant et ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Donc ça, c'est vraiment la première mesure. Et sinon, je prêche pour ma paroisse, mais formation obligatoire pour tout le monde à tous les moments de la vie, mais avec un contrôle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement le faire de manière incitative, il faut le contrôler, voire même pour les services publics, pour les entreprises qui travaillent avec le service public, par exemple, ça avait été normalement légiféré, mais je ne sais pas si c'est appliqué. On interdit la possibilité de travailler avec le public si on n'a pas fait d'égalité professionnelle en son sein. Voilà une mesure très claire. Malheureusement, la politique du bâton, ça marche. Mais je reste optimiste, donc il faut faire aussi des politiques incitatives. Merci à tous les trois. Bonne fin de journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci.